20h30 à Paris, l'essentiel sur France 24, la suite avec dans un instant, on va plus loin. Et pour m'accompagner ce soir, Marie-Roger Biloa, présidente de MRV Productions. Bonsoir à vous. En face de vous, Bonsoir. Gauthier Ribinski, éditorialiste de politique internationale. Bonsoir également. Bonsoir. Il y aura de nouvelles frappes américaines ce soir en Iran, prévient Donald Trump, après celle de la nuit dernière. Réponse selon Washington aux tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le cessez-le-feu est terminé, a dit le président américain depuis le sommet de l'OTAN. Objectif, contrôler le camp militaire d'Anéfis dans le nord du Mali. Combat soutenu toujours en cours entre l'armée malienne appuyée de forces russes et les indépendantistes touaregs aidés par les djihadistes du JNIM. Samedi, ces derniers ont lancé une vaste offensive sur plusieurs villes maliennes. Attaque pour beaucoup repoussée. Le sommet de l'OTAN a pris fin dans la capitale turque Ankara. Une réunion une nouvelle fois bousculée par Donald Trump. Le président des États-Unis a réitéré ses griefs contre ses alliés, notamment de ne pas l'avoir soutenu dans sa guerre contre l'Iran. L'Iran qu'il compte à nouveau frapper ces prochaines heures. La nuit dernière, des bombardements en réponse aux attaques iraniennes sur des navires commerciaux. Téhéran a riposté en attaquant des bases américaines. Notre correspondant Siavosh Ghazi est avec nous. Bonsoir à vous Siavosh. Est-ce qu'on est dans une logique de reprise de guerre au vu des événements de la nuit dernière et des dernières déclarations de Donald Trump? Pas forcément, mais il peut y avoir une escalade parce que l'Iran a riposté en frappant avec plusieurs bases américaines, notamment la grande base américaine de Bahreïn, qui abrite le CENTCOM, qui est chargé de diriger les opérations militaires américaines dans toute la région. Donc, il peut y avoir une escalade supplémentaire, puisque le ministère des Affaires étrangères et son vice-ministre ont affirmé que Donald Trump ne comprenait que le langage de la force et que l'Iran allait lui parler avec ce langage-là. Les mots employés, les insultes de Donald Trump et ses menaces ne sont en fait que des signes de faiblesse de la part du président américain, a affirmé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Donc le ton monte puisque dès hier, le président du Parlement iranien a affirmé que l'Iran allait venger le temps de se verser de son dirigeant, l'ayatollah Ali Khamenei. Et dans les manifestations, la manifestation qu'on a pu voir, et encore ce soir à Massad, beaucoup de gens demandent que Donald Trump ou Benjamin Netanyahu paye le prix du sang de l'ayatollah Ali Khamenei qui a été versé. Alors, Siavosh Ghazi, vous êtes actuellement à Machhad, c'est la ville d'origine d'Ali Khamenei. C'est effectivement dans ce contexte de tension que sera inhumé demain à Machhad, sa ville d'origine, donc l'ancien guide suprême iranien. Absolument, c'est un endroit très symbolique parce que non seulement c'est la ville natale de l'ayatollah Ali Khamenei, mais c'est aussi le mausolée du 8e imam pour les musulmans chiites, l'imam Reza. Il y a cette année des dizaines de millions de gens, des musulmans chiites du monde entier qui viennent ici à Machhad pour aller donc, au mausolée de l'imam Reza, c'est juste devant moi. Et donc, il y a des musulmans chiites qui viennent d'Iran, de l'Irak, du Koweït et de Bahreïn, de l'Afghanistan, de Pakistan, de l'Inde. D'autres pays comme le Liban ou comme l'Azerbaïdjan. Donc c'est un endroit très important qui réunit tous les ans des dizaines de millions de musulmans juifs. Siavosh Ghazi, malheureusement, je vais devoir vous interrompre parce que la liaison est beaucoup trop mauvaise. Malheureusement, on ne peut comprendre que difficilement ce que vous dites. J'en suis profondément désolé. Merci d'être toutefois intervenu sur notre antenne. Gauthier, quand on entend Donald Trump dire que le cessez-le-feu est terminé, est-ce qu'il faut entendre nécessairement reprise de la guerre? Il a dit effectivement le cessez-le-feu est terminé. Et puis il a dit c'est pas sûr que on frappe ce soir. Bon, on est quand même dans la complexité ou l'affaiblissement cognitif du personnage. Mais
Il y a quelque chose qui a été frappant, qui est passé peut-être un peu inaperçu parce que c'était lors d'une question qui lui a été posée, où il dit je garantis que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Premier problème, ça veut dire que on suppose que l'Iran aura toujours un régime terroriste, disons-le. Parce qu'un Iran qui serait authentiquement démocratique, soit n'aurait pas besoin de l'arme nucléaire, soit l'aurait, mais sans avoir l'intention de rayer ses voisins de la carte. Or lui, Trump dit non, il ne faut qu'il n'ait jamais l'arme nucléaire, je m'y engage, et donc il entérine au fond, l'existence ad vitam aeternam d'un régime tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, intéressant, effarant plutôt, puisqu'il dit, en réponse à la question du journaliste, il dit, voilà, on les frappe, ils vont reconstituer un peu de leur capacité, on les frappera à nouveau, c'est une histoire sans fin. Et tout cela parce que, au fond, dans l'esprit des Américains, de l'administration américaine, changer la nature d'un régime, surtout pour un régime démocratique, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir frapper, de montrer leur force, il l'a dit, Trump, plusieurs fois, et au fond, de limiter les dégâts, mais la résolution complète du problème ne les intéresse pas. Marie-Roger Biloa, sur cette reprise de la guerre éventuelle face aux dernières déclarations de Donald Trump. Eh bien, déjà, lorsqu'il y a eu ce bel accord inespéré le 17 juin, dans un décorum fabuleux au château de Versailles, c'était quand même trop beau pour être le dernier mot de cette affaire. Et entre-temps, on a vu quand même que on a tout le monde, vraiment la clameur qui montait, c'est que Trump a perdu et que l'Iran a gagné. Et ça, d'abord, c'est insupportable pour Trump. Et là où les Iraniens qui comprennent qu'ils se sont trahis, se sont sentis trahis souvent, et jouer les durs, etc., ont quand même aussi un peu trop ostensiblement montré leur victoire, qu'ils ont gagné. Et voilà, connaissant Trump, c'était peut-être pas très habile parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On peut estimer que Trump, c'est surtout une question d'amour-propre. Comme dit Gauthier, on est le plus fort, et voilà, on a les moyens d'eux. Parce que si on est précis, ce qui s'est passé depuis cet accord, qui préludait d'un autre accord dans 60 jours, c'est que il n'y a pas eu... Le premier point, c'était cesser le feu, on arrête toutes les hostilités, y compris au Liban. Ça s'est jamais fait, ça. Dès le lendemain, Israël bombardait le Liban. Donc, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Et ça continuait comme ça quand même. Et là, ce qui a enhardi l'Iran aussi on suppose que c'est l'Iran qui a attaqué les navires qui provoquent la montée de fièvre actuelle avec les bombes, les frappes qu'il y a eu. Donc, ça n'a pas beaucoup bougé. Et aussi, quand il dit, on écoutait, il disait que l'Iran, ce sont des menteurs. Ils disent que on n'a jamais parlé d'accord nucléaire. Mais enfin, c'est le point. Le point. C'est quel point d'ailleurs ? C'est le point 8 où l'Iran affirme qu'il ne fera jamais de bombe nucléaire. Et il avait dit déjà ça avant. Et ensuite, l'histoire du détroit d'Ormuz. Ça énerve aussi beaucoup Trump parce qu'il y a des conséquences sur l'économie mondiale et puis sur les États-Unis. Du pétrole, on l'a vu notamment après ces déclarations. Exactement. Et puis là, on connaît les midterms, et sur la situation interne. Cette guerre est très impopulaire. Et donc, ça, l'histoire du détroit d'Ormuz, il aimerait que ça aille plus vite. Mais pour le moment, l'Iran n'a rien enfreint puisqu'on a dit il va faire ça. Les Iraniens vont libérer le détroit dans les 30 jours qui suivent. Donc, on n'est pas encore dans les 30 jours. Donc, techniquement, on ne peut pas encore trop accuser l'Iran. Mais par contre, eux, les Iraniens, estiment que l'une des choses qui devait être appliquée, c'est-à-dire qu'on débloque une partie des fonds gelés, leur argent déjà, on ne parle même pas de l'argent des 300 milliards de la reconstruction, mais une partie de leur argent, on nous disait que ça allait être imminent, c'est l'une des premières choses qu'on va faire. D'ailleurs, c'est dans les pipelines déjà, ils vont recevoir l'argent dans les prochains jours, ils n'ont rien reçu, n'est-ce pas ? Et donc, ils ne sont pas des deux côtés, comme il n'y a absolument aucune confiance, personne n'est content. Donc, Trump aimerait bien
qu'on ouvre le détroit d'Ormuz, mais en même temps sans rien appliquer de ce qu'il a promis. Donc c'est compliqué. Ce que vous dites finalement, c'est que là, on est finalement dans la même impasse qu'il y a 2 mois et que ces 2 mois n'ont rien changé et on va être dans cette alternance de propositions de négociations, menaces directes ou indirectes, etc. Gauthier, à ce sommet de l'OTAN, Donald Trump, une fois de plus, a reproché à ses alliés européens de ne pas l'avoir soutenu précisément sur cette guerre en Iran. C'est aussi un avertissement de plus envers les Européens quand il fait ces déclarations vis-à-vis de l'Iran ? Oui, parce que c'est une rhétorique classique chez lui. On a vu par la suite qu'il était au fond très satisfait parce qu'il voit que les pays, disons de l'Europe au sens large du terme, même ceux qui ne sont pas dans l'Union, ont augmenté sensiblement la part de leur PIB consacrée à la défense et au fond à leur participation à l'OTAN. Et qu'en plus de cela, cette augmentation en termes de matériel, en termes d'armement, en termes de munitions, eh bien elle se fait auprès d'entreprises américaines. Donc je dirais c'est un double win-win, c'est un double façon de gagner. Et ça l'avait plutôt mis en joie. Mais la question du reproche fait aux Européens, elle est intéressante parce qu'elle prouve, si vous voulez, que si certains Européens, même les Européens n'ont pas suivi, c'est qu'il y avait absence de projet ou d'objectifs politiques. Le fait qu'on ait pu dire, vous vous souvenez, que Trump ait dit aux Iraniens opposés au régime, nous tenez bon, nous sommes là, nous arrivons. Ceux-là ont été payés de promesses et beaucoup sont morts de cela. Donc l'idée que les choses peuvent continuer avec le régime de Téhéran, avec d'un côté, de l'autre côté une administration américaine qui, au fond, ne sait pas ce qu'elle veut, puisque Hektek dit il faut surtout pas faire du nation building, c'est-à-dire aider à reconstruire, mais sur des bases démocratiques, surtout pas. Et donc cette absence de cohérence politique, et Marie-Roger avait raison, l'idée de Trump, c'est de s'en sortir, lui, et de prouver que lui est un faiseur de paix. Je pense que Trump aime tellement la paix qu'il est capable de provoquer des conflits pour le seul plaisir de les résoudre. C'est un petit peu ça. Et avoir le prix Nobel. Et voilà, non, mais vous ne croyez pas si bien dire. La plupart des notes de Donald Trump, même quand il ne s'agit pas de ce sujet, sont truffées de remarques pour comment remporter le prix Nobel. Alors, Marie-Roger, sur cette guerre en Iran qui finalement n'a fait qu'accentuer les divisions au sein de l'Alliance Atlantique, mais pas seulement entre les Européens et les Américains. On se souvient, d'ailleurs, il en a été à question à nouveau de cet épisode groenlandais aussi. Il en a reparlé aujourd'hui, Donald Trump. Oui, alors très bizarrement, le sentiment des Européens, c'est que ce sommet s'est plutôt bien passé parce que les standards, les attentes sont tellement basses, tellement infimes que quand il n'y a pas de scandale, si Trump n'interrompt pas tout et se barre, on se dit ça y est, c'est pas mal. Déjà, il est venu, parce que c'était pas évident non plus. Il disait, je suis même pas sûr, oui, mais bon, comme c'est en Turquie, peut-être je viendrai. Donc, il était là et le premier jour, il était très agressif, bien sûr, quand il dit, oui, et puis les Européens, vous ne nous avez pas aidés, vous êtes comme si, vous êtes, enfin, bon, on a entendu la tirade habituelle, mais aujourd'hui, la seule chose qu'il dit, c'est que non, alors tout le monde s'est engagé à augmenter sa contribution, à faire plus, etc. Donc, pour les Européens, je crois que ça les a confortés dans l'idée que, bien évidemment, on ne peut plus compter sur les États-Unis, mais il y a deux écoles. Comme on a vu, il y a un article dans le Wall Street Journal qui expliquait ça en détail, comment au sein des Européens, ils discutent. Il y en a qui disent, on parle de la ligne Macron qui dit, bon, à nous maintenant d'être autonomes, on se débrouille, et d'autres, la ligne du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui appelle Trump papa et qui vient absolument que Trump reste dans le jeu. Mais les deux sont à peu près sont compatibles puisque ils reconnaissent tous qu'on ne peut pas encore se passer des États-Unis, ne serait-ce pour beaucoup de choses, les renseignements, même la puissance militaire, etc. Mais aussi que rien ne sera comme avant, même si Trump s'en va. Donc les Européens maintenant, où il y a quand même, il n'y a plus la mauvaise influence hongroise, ils sont assez unis maintenant dans leur vision stratégique de la défense qu'ils doivent construire. Oui, avec un détail, mais qui ne contredit pas ce que vous venez de dire, et qui me semble important, parce que les Européens ont tenu à ce que l'article 5 de l'OTAN, qui engage donc les pays de l'OTAN à s'unir pour riposter à une attaque dont ferait l'objet n'importe quel autre pays de l'OTAN. En principe,
cet article peut être apprécié, il n'est pas automatique. Et donc imaginons que Trump ait accepté finalement cette requête européenne, tout simplement pour dire un jour, vous savez bien que c'est une hypothèse qui a été formulée il y a quelques mois, une mini-attaque russe sur une ville estonienne, par exemple, où il y a un fort pourcentage de russophones, avec un prétexte tout ficelé, et bien là, l'OTAN et a fortiori les Américains diraient attention, est-ce que c'est vraiment le moment et l'utilité, la nécessité d'entrer en guerre pour cela? Ça veut dire aussi que petit à petit, on régresse sur cet engagement qui est pourtant fort, qui consiste à dire la défense de cet espace européen et américain est quelque chose d'intangible. Or là, vous voyez qu'on a toutes les raisons pour réfléchir à la question et surtout réfléchir en retrait dans une époque où probablement qu'il ne faut pas réfléchir en retrait, c'est-à-dire que ce qui est testé en permanence par la Russie et par Poutine, c'est le caractère spongieux de cette alliance et des pays qui en font partie. Alors vous évoquez précisément la menace russe. Ce sommet, il intervient après de nouvelles frappes russes meurtrières sur l'Ukraine. Il y a eu cette annonce importante du président américain qui a rencontré en bilatéral son homologue Volodymyr Zelensky. Il autorise Kiev à fabriquer des missiles patriotes. Écoutez. Nous allons vous accorder une licence à vous, l'Ukraine, pour fabriquer des Patriots. C'est plutôt cool. De cette façon, le président ukrainien ne pourra pas se plaindre qu'on ne leur en donne pas assez. Fabriquez-les vous-même. Nous n'en avons pas encore informé l'entreprise, mais ça s'arrangera. Ils seront sûrement ravis. Alors Marie-Roger, au-delà du ton décontracté pour aborder une actualité qui ne l'est pas pourtant, et de ce tacle finalement fait par Donald Trump, il faut avoir confiance en ces annonces, selon vous? Bien sûr qu'on ne peut pas avoir confiance. Il peut le faire. Parce que c'était une demande de longue date de Volodymyr Zelensky. Voilà. Bon, il y a quand même quelque chose qui a changé. Le rapport de Trump à Zelensky a changé. On a vu ça. Et parce que Zelensky lui-même a beaucoup progressé. Je crois que on doit se souvenir de tout. Lorsque tout ça a commencé en 2022, on ne voyait pas comment la Russie ne ferait pas une bouchée de l'Ukraine. 2022, ça nous fait combien? Ça nous fait 4-5 ans. On est dans la 5e année. 5, voilà. Les choses ne sont pas seulement stabilisées, mais l'Ukraine est même menaçante par moments vis-à-vis de la Russie. On a vu des choses intangibles comme la Crimée. On se disait, bon, la Crimée, c'est cuit. Même quel que soit le cas, dans les négociations, on ne peut plus inclure la Crimée, elle appartient à la Russie. Ils ont commencé même à faire des manœuvres de déstabilisation sur le pont, couper la Crimée du reste de la Russie, etc. Et l'Ukraine est devenue une productrice absolument incroyable de drones et qui, les Européens, à telle enseigne que les Européens incluent cette production maintenant dans la vision stratégique même de la défense européenne. Et que Volodymyr Zelensky essaye aussi de les vendre, entre guillemets, auprès il ne de les l'OTAN. donne pas gratuitement, n'est-ce pas? Mais il est déjà devenu... En tout cas, les qualités auprès de l'OTAN. Oui. Voilà, un producteur net, c'est-à-dire de drones. Donc, Monsieur Trump, qui voit bien ça, qui aime les gagnants, les winners, regarde, je dirais, Zelensky un peu autrement, surtout que, comment il s'appelle, Poutine a beaucoup déçu. Voilà, il n'a pas... oui, il a vu aussi qu'il n'obtiendrait pas forcément ce qu'il voulait du président russe, effectivement. Mais la limitation de tout ça, c'est que il donne certes la possibilité de fabriquer des patriotes, etc. Mais on n'entend plus parler du plan de paix. Est-ce qu'on veut... C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on veut que l'Ukraine gagne ou bien qu'on reste dans une histoire... voilà, on t'aide, tu continues à tenir, mais... quel est le plan final? The endgame, comme disent les Américains. Donc ça, il n'en a plus parlé. Au début, quand il disait je réglerai tout ça en 24 heures, il y avait une idée de plan de paix. Oui, pour l'instant, mais maintenant, on n'en parle plus. Ça, c'est quand même une limitation. Gauthier, il y a une inflexion de la politique américaine vis-à-vis de la position américaine, plus précisément vis-à-vis de l'Ukraine. On avait eu des frémissements au sommet non pas de l'OTAN, mais du G7, pardon, à Évian. Oui, mais comme le dit Marie-Roger, je ne pense pas que ça soit un revirement, c'est simplement que, souvenez-vous de ce qu'avait dit, je pense que c'est J.D. Vance qui avait dit,
à propos de quel dossier, je m'en souviens plus, mais qui avait dit si c'est trop compliqué, on ira voir ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'attelle pas, on ne prend pas à bras le corps telle ou telle problématique. On dit si c'est facile, on peut faire quelque chose, mais si par hasard ça se retournait contre nous, c'est-à-dire que nous ayons l'air d'amateurs, ou de personnes qui n'arrivent pas à leur fin, alors on ira voir ailleurs. Et je pense que ce qui joue avec Zelensky et l'Ukraine, c'est que d'une part, Zelensky a parfaitement manœuvré après ce traquenard dans lequel il était tombé dans le bureau ovale. Oui. Il aurait dû, enfin non, il n'aurait pas dû, mais quiconque aurait subi la même chose se serait replié sur lui-même pour dire je vais laisser passer l'orage et on verra bien. Au contraire, Zelensky dit mais le président Trump a raison, il faut discuter de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il l'a pris dans le bon sens du poil, alors qu'effectivement Poutine et ses passions tristes le maintiennent reclus dans un isolement finalement qui est lié aussi à son idéologie. Donc voilà la façon dont Zelensky s'est maintenu en selle et qui fait que au fond, Trump se dit, celui-là, c'est peut-être celui qui m'embête le moins. Alors que Poutine, lui, a toutes les capacités pour bloquer Trump. Alors, je voudrais qu'on aborde notre second thème maintenant, parce que le temps passe très vite, malheureusement. La bataille d'Anefis dans le nord du Mali qui semble toujours en cours. Si les djihadistes du JNIM, appuyés par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, ont pris le contrôle de la ville, ils assiègent le camp militaire, là où sont retranchés les forces maliennes et leurs alliés russes. Marie-Roger Bilot, prendre Anefis, c'est éminemment stratégique, parce que, qu'on comprenne bien, on est aux portes de la région de Kidal. Tout à fait. Alors, le Anefis, oui, parce qu'on en parle beaucoup, parce que Anefis se trouve sur la route, juste même Gao et entre Gao et Kidal, effectivement, on va découvrir. Voilà, et ça couperait l'armée, le régime militaire, la junte, de Gao et de tout le nord. Donc ça, c'est assez stratégique. Mais de manière générale, quand même, même si cette fois-ci, ça ne se passe pas aussi bien pour les djihadistes et avec leurs alliés de l'Azawad, les forces, les Touaregs, ça ne se passe pas aussi bien. C'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de villes. Et c'est vrai aussi bien par rapport à avril. C'est ce à quoi vous faites référence avec cette attaque d'envergure, ces attaques coordonnées. Où ils ont tué le ministre de la Défense. C'était quand même des choses graves. Ils ont pris un camp militaire. C'est le bastion du régime. Mais parce que là, cette fois-ci, apparemment, l'armée a réussi à repousser. D'abord, ils n'ont pas pris encore Anefis. L'armée a tué apparemment des responsables des deux, à la fois du Front de libération de l'Azawad et du JNIM, et que le combat continue. Mais on est quand même dans une trajectoire de détérioration constante de la sécurité, du contexte sécuritaire au Mali, et à chaque fois, le JNIM et son allié prennent de nouveaux territoires. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de la politique ou de la stratégie de la junte. Ils ont d'abord estimé que voilà, leur seule légitimité, entre guillemets, parce que c'est des putschistes, c'était de dire on va régler le problème de la sécurité, on va régler le problème des djihadistes et de ces insurgés au nord. Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Première, leur analyse, on chasse les Français parce qu'on estime qu'ils ne sont pas efficaces. On prend les Russes et on se rend aussi compte qu'ils se sont rendus incapables de repousser toutes ces attaques. Mais ça veut dire que ces coups sévères portés à la junte montrent que finalement la junte n'avait ni stratégie militaire ni stratégie politique, selon vous? C'est ce que ça veut dire d'après vous? Ça veut dire qu'ils avaient des stratégies. La première, on estime qu'il faut changer d'alliance, on va prendre les Russes. Le troisième point, c'est l'AES, dire l'alliance des États du Sahel, l'alliance avec des le États. Niger et le Burkina Faso. Exactement, on dit on va coopérer entre nous, puisqu'on a les mêmes problèmes, les mêmes djihadistes, le même Sahel. Mais tout ça, on voit bien que l'AES actuellement est totalement absente. Et donc le problème principal, à mes yeux, c'est que la junte militaire devrait faire un pas en arrière et se dire, voilà, il faut, face à ce genre de situation, il faut quand même une forme d'alliance, d'union sacrée avec les forces politiques du pays. Or,
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissous les partis politiques, ils combattent leurs propres citoyens, et actuellement, c'est une junte totalement isolée, à la fois sur le plan extérieur et le plan intérieur. Gauthier, sur ce rôle de la junte, cette absence de stratégie militaire et politique, peut-être que... Alors, politique, Pas absence, en tout cas. Non, politique, c'est vrai que la perspective de rétablir la sécurité dans des régions éloignées du centre de Bamako, c'était quelque chose qui avait reçu un soutien. Mais au fond, ce que vit la junte malienne aujourd'hui, ça n'est rien de très nouveau. C'est le fameux problème entre le centre et la périphérie. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez du centre, moins il y a de contrôle et l'État n'est plus à même d'appliquer ses prérogatives. Et c'est dans cette brèche-là que s'engouffre non seulement le JNIM, mais aussi l'Azawad, tout en voyant bien qu'il n'est pas certain, je pense, que l'objectif du JNIM et de l'Azawad soit de prendre le pouvoir à Bamako. Simplement de limiter la junte le plus possible et de faire en sorte que cette junte soit presque démonétisée. Parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement la sécurité qu'elle n'a pas réussi à assurer, mais il y a aussi économiquement quelque chose qui va pas très très bien. Et que donc, de ce fait-là, le JNIM et d'autres n'ont pas envie de se mettre les mains dans le moteur et de se les salir, et contribuent au fond à laisser la junte dans sa problématique, et là j'ai fini, qui s'exprime de la façon suivante. Nous donnons au peuple malien, au fond, des gratifications symboliques. Entre autres, de dire aux Français « dehors ». Et ça marche encore, mais ça ne va pas marcher indéfiniment, parce que la réalité économique, elle n'est pas favorable à la junte. Merci beaucoup Gauthier Rebinski, merci également à vous Marie-Roger Biloa. On va plus loin, c'est terminé, l'essentiel, ça continue.